Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de la soirée. Elle s'appelle Émilie et elle va nous présenter Fleur de Saule. Bonsoir Émilie. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Vous proposez de la vannerie. Alors, évidemment, on va commencer dans un premier temps par votre parcours. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la vannerie ? Eh bien, c'est un petit peu un hasard. J'ai découvert la vannerie au cours d'une formation en animation. J'ai passé en 2012 un BPGEPS, éducation, environnement, et pour être animatrice nature. Et on a eu un petit module d'initiation à la vannerie qui m'a beaucoup plu. J'ai donc continué à pratiquer la vannerie par la suite pour le plaisir. C'était de la vannerie sauvage, donc c'était vraiment très simple en termes de matériel et facile de se procurer les matériaux parce que la vannerie sauvage consiste à aller chercher des matières pour tresser dans la nature. Voilà, ce que je ne fais plus actuellement, mais c'est comme ça que j'ai découvert et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a charmé au départ. D'accord, écoutez, comme quoi une simple animation fait aujourd'hui un métier, comme on dit, pour le coup. Oui. Et alors, quels sont les matériaux que vous utilisez pour faire de la vannerie et d'où viennent-ils ? Eh bien, actuellement, j'utilise principalement l'osier. L'osier, c'est une jeune pousse de saule de l'année. En fait, les saules qui sont cultivées pour la vannerie sont taillées tous les ans, en hiver. Et donc, ça permet d'avoir des brins fins et d'une seule branche, sans ramification. Donc cet osier, l'osier que j'utilise, je me le procure en France, donc dans différentes régions. C'est pas forcément tout le temps au même endroit, mais il y a deux régions principales qui sont traditionnellement cultivatrices d'osier. C'est la Haute-Marne et la Touraine. Voilà, donc je m'en procure un petit peu dans ces régions-là. Et puis maintenant, de fil en aiguille, j'ai rencontré beaucoup de vanniers et vannières et des amis qui cultivent aussi de l'osier. Et je me fournis à des petits producteurs et productrices qui ne font pas vraiment de la culture de l'osier leur activité principale, mais qui en vendent un petit peu à leur connaissance. Alors, pour notre culture personnelle, comment l'osier se cultive-t-il ? Alors, l'osier est cultivé dans des champs. Comme on pourrait avoir un champ de blé, on a des champs d'osier. Pour installer un champ d'osier, ce sont des boutures de saule qui sont utilisées pour multiplier en fait les plantes. Donc la bouture de saule, c'est un morceau d'une branche de saule, un saule bien sûr propice à la vannerie parce que tous les saules ne sont pas propices au tressage. Il y en a qui sont plus cassants que d'autres. Donc à force, avec le temps, les personnes, les vanniers et vannières ont sélectionné des variétés qui sont très adaptées à la vannerie, qui ont les bonnes qualités et les bonnes caractéristiques. Donc pour revenir à la culture, on a des morceaux de branches d'osier qu'on va piquer dans le sol. Le saule étant une plante pleine d'hormones de croissance, il va produire très rapidement des racines sur toute la longueur de cette petite tige qu'on a plantée dans le sol. Elle fait environ 20-25 cm au départ. Et puis, donc cette tige est plantée de manière à avoir 2 cm environ qui dépassent du sol. Et de ce petit bout qui dépasse vont sortir des tiges, des branches d'osier qui vont être taillées à ras du sol chaque année, chaque hiver, et permettre d'obtenir donc les brins de saule dont on a besoin pour tresser. D'accord. Et est-ce qu'il y a besoin d'avoir un terrain spécifique pour cultiver de l'osier ou pas du tout ? Suivant les variétés, le saule va accepter tel ou tel terrain. C'est une plante qui aime toutefois l'humidité et le soleil. Donc elle se plaira d'autant plus dans des zones un petit peu avec un sol un peu frais, sachant que pour la culture de l'osier qui va servir à la vannerie, on aime que le sol ne soit pas non plus gorgé d'eau parce que ça donne souvent des brins trop gros ou dont les caractéristiques changent un peu et donc on ne veut pas qu'il y ait trop d'eau non plus. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez de caractéristiques, quelles sont les propriétés de l'osier ? Est-ce qu'il s'agit d'un matériau facile à travailler ?
Alors, je dirais pas que c'est un matériau facile à travailler. Pour des personnes qui ont déjà expérimenté un petit peu la vannerie avec le rotin qui est une plante originaire d'Asie, mais qui est quand même très utilisée en France pour la vannerie chez certaines personnes qui pratiquent ce métier ou cette activité de loisir. Ce que je voulais dire, c'est que contrairement au rotin, l'osier est beaucoup plus dur à tresser. Il a des propriétés plus toniques, plus rigides que le rotin. Donc ça fait un peu mal aux doigts quand on n'a pas l'habitude et qu'on découvre la vannerie osier. Mais par contre, c'est une plante qui a des propriétés de souplesse et de tenue de force très importantes. Donc c'est pour ça qu'elle a été cultivée en grande quantité et qu'elle a été privilégiée pour la vannerie en France, parce qu'elle se cultive bien en France et parce qu'elle donne une régularité quand même de matière, d'épaisseur et de longueur. Sachant qu'on a plusieurs, bien sûr, sur une culture d'osier, on a plusieurs plusieurs tailles de brins, que ce soit en termes d'épaisseur ou de longueur. Mais vraiment, ce qui le caractérise, c'est qu'il est très souple, qu'il peut être, une fois préparé correctement, il peut être plié en deux sans casser. Ah oui, donc ça c'est plutôt chouette. La résistance, c'est important, surtout quand on fabrique des petits objets du quotidien. Oui. Et alors du coup, justement, qu'est-ce que vous fabriquez en utilisant la vannerie ? Eh bien, je fabrique plein de choses en fait, mais bien sûr principalement des paniers parce que c'est quand même l'objet de base, c'est le premier objet auquel on pense quand on pense à la vannerie. Mais il est aussi possible de fabriquer des objets décoratifs, des objets utilitaires comme des rangements, des casiers de rangement, je fabrique aussi des paniers à bois, des mannes à linge, et puis comme décoration par exemple, je fabrique des petites suspensions pour mettre des plantes ou des petites choses vraiment purement décoratives. Voilà, c'est assez varié. D'accord, et est-ce que vous faites parfois des petites choses un petit peu artistiques, je dirais ? Alors pour le moment, je me suis pas encore laissée aller à des créations artistiques pures et dures. Je suis quand même très axée sur de l'utilitaire. D'accord, c'est déjà bien et puis c'est vrai que c'est une matière qui plaît beaucoup parce que on revient un petit peu à l'ancien temps. Les paniers en osier par exemple étaient très utilisés et ce bond en arrière, eh bien, je trouve que c'est formidable. Ça permet bien de revenir à certaines traditions. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Et du coup, quelles sont les subtilités de la vannerie ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous procédez et finalement les éléments les plus critiques de la méthode ? Alors, eh bien déjà, comme je le disais, l'osier il est taillé en hiver. Donc la première étape, ça va être de le récolter à la bonne période. Donc on le taille en hiver pour qu'il soit en descente de sève, donc moins gorgé de sève qu'à la période où il fait ses feuilles. Donc on attend qu'il ait perdu ses feuilles, il est taillé et ensuite il est mis à sécher. Donc on trouve deux types d'osier principalement, c'est-à-dire qu'on a l'osier brut qui est lui avec son écorce. On lui laisse son écorce, ce qui fait qu'en fonction des variétés, on peut avoir différentes nuances de couleurs. Et il y a aussi l'osier blanc, qui lui est un osier dont on a enlevé l'écorce. Il a été pelé. Donc pour l'osier brut, il est donc dès la récolte mis à sécher dans des endroits à l'abri des intempéries, mais dans des endroits quand même bien ventilés. Et au bout de 6 mois, il va être utilisable. Pour l'osier blanc, il n'est pas mis à sécher directement, il est mis les pieds dans l'eau pendant tout le reste de l'hiver. Donc on le met dans ce qu'on appelle des routoirs, c'est des bacs d'eau d'une trentaine de centimètres de hauteur maximum, pour que l'osier ait les pieds dans l'eau pendant tout le reste de l'hiver et donc ainsi reste en vie. Ce qui fait qu'au printemps, il va y avoir une montée de sève et cette montée de sève va permettre aux producteurs et aux productrices de plus facilement faire se décoller l'écorce. Donc ils ont des machines qui vont venir serrer un peu les brins d'osier pour faire décoller l'écorce et l'enlever. Une fois l'écorce enlevée, l'osier est rincé et il est mis à sécher de nouveau. Il est mis à sécher pour obtenir cet osier blanc qui est un osier vraiment de couleur très claire. C'est un bois très clair et qui a d'autres propriétés pour le tressage et d'autres intérêts que l'osier brut. L'osier brut, lui, il est donc prêt à être travaillé
6 mois après avoir été mis en séchage. Et donc pour le travailler, quel que soit l'osier, que ce soit du brut ou du blanc, il va être d'abord mis à tremper parce que comme il est sec, il est bien sûr cassant. C'est en le faisant tremper dans l'eau qu'on va retrouver ses propriétés de souplesse. L'osier brut va avoir besoin en moyenne de 2 semaines de trempage, donc on le met dans des bacs d'eau remplis d'eau, vraiment immergés sous l'eau, pour qu'il puisse retrouver sa souplesse. Comme il a son écorce, il va prendre un peu de temps avant que l'eau pénètre la fibre, parce que l'écorce protège un petit peu cette fibre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de 2 semaines, contrairement à l'osier blanc, qui lui n'a besoin que de 2 heures pour être trempé, parce qu'il est tout nu, donc l'eau pénètre rapidement les fibres. Donc voilà pour la préparation de la matière. Et puis une fois que la matière est prête à être travaillée, on la met sous bâche, on la conserve humide, fraîche, le temps de tresser pour qu'elle puisse garder toute sa souplesse pendant tout le long du processus de fabrication. Voilà, et après, suivant l'objet que l'on veut fabriquer, il va y avoir différentes techniques de mise en œuvre pour tresser. On est installé en général sur un banc, on est assise sur un banc pas très haut, pas trop haut du sol, et on a aussi une table inclinée où on va poser l'objet qu'on est en train de tresser. D'accord, et j'imagine donc qu'il y a plusieurs techniques pour tresser. Les techniques sont diverses et variées pour le coup. Oui, voilà, il y a différentes façons de démarrer. Alors souvent, la plupart du temps, quand on fait un panier, on commence par le fond. En tout cas, la vannerie osier telle que je la pratique, parce qu'il existe aussi d'autres techniques qui nécessitent de construire une structure, une ossature à un panier avant de le faire. Mais moi, c'est plutôt des techniques où on commence par le fond, on fait un fond auquel on va rajouter les montants qui permettent de monter les bords de l'objet. Et donc en fait, l'objet se construit au fur et à mesure, simultanément, pour arriver en haut du bord du panier. Et ensuite, on va rajouter en général une anse, même parfois un pied au panier pour protéger le fond. D'accord. Et alors, en vannerie, les créations peuvent être plus ou moins ajourées. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a uniquement un aspect esthétique? Alors, il y a un aspect esthétique effectivement, mais si je me trompe pas, au départ, les vanneries ajourées ont été développées pour des questions pratiques, parce que la vannerie était beaucoup utilisée pour le transport des marchandises, et la vannerie ajourée donc permettait une meilleure aération, par exemple quand on transportait des fraises, parce qu'il existe une vannerie très traditionnelle qui est très pratiquée encore, c'est le panier à fraises. Et le panier à fraises est un panier ajouré parce que quand on transportait les fraises, eh bien, on voulait que les fraises puissent encore respirer, qu'il y ait une certaine aération du produit. D'accord, écoutez, c'est bon à savoir pour le coup. Et est-ce qu'avec l'osier, vous arrivez à obtenir des nuances de couleurs sur vos créations? Oui, en effet, il y a des nuances de couleurs, en tout cas déjà avec les couleurs naturelles de l'osier, parce que déjà il y a les différences entre l'osier brut qui ont des couleurs assez foncées et l'osier blanc qui est très clair, qui est de couleur d'un bois clair. Et l'osier brut, en fait, lui-même, au sein de l'osier brut, il y a en fonction des variétés d'osier, il va y avoir plein de couleurs différentes qui ne sont pas quand même infinies, mais ça va aller du marron au vert, en passant par des couleurs un peu plus orangées ou rougeâtres. Voilà, donc on peut déjà obtenir des belles nuances rien qu'avec les couleurs naturelles. Et puis ensuite, il y a des régions, peut-être même plutôt des pays où certaines personnes se sont essayées à la teinture de l'osier blanc, donc ça permet après d'avoir encore des couleurs différentes et plus vives et plus variées, quoi. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des récurrences dans vos créations, notamment des motifs ou des thématiques qui reviennent assez régulièrement ? Oui, alors moi, ce que j'aime beaucoup comme forme de vannerie, c'est les formes plutôt galbées, donc qui font des paniers, on pourrait dire un peu boules,
voilà, qui ont vraiment un galbe plutôt que des bords droits. Ça va avoir un aspect un petit peu arrondi, même franchement arrondi. Et j'aime beaucoup cette forme qui, pour moi, est très douce et agréable au regard. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous arrive d'allier l'osier à d'autres matériaux dans certaines de vos créations ? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup utiliser des matériaux différents. Je travaille notamment avec de la cordelette ou de la corde que je me procure auprès d'une corderie de Long qui est située en Corrèze, la corderie Palu. Voilà, je leur fais un petit peu de pub au passage. Et donc cette corderie fabrique des cordes de chanvre, des cordelettes et aussi de la cordelette de coton qui est principalement utilisée pour le macramé, mais ça permet d'avoir différentes couleurs qui peuvent égayer un petit peu mes créations. Et moi, je les utilise pour faire parfois des anses, des bandoulières, pour varier un petit peu les aspects de mes paniers, mais aussi pour faire des fixations pour mes suspensions pour les plantes. C'est vrai qu'habituellement, quand on travaille, on dit qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde, mais là, ça fonctionne bien pour le coup. Oui, là, c'est vrai que ça va plutôt être le cas. Et en termes de matière, je voulais aussi préciser que je commence un petit peu à utiliser des matières herbacées, donc des végétaux herbacés, donc plutôt que des branches enfin, l'osier, c'est une branche en réalité, c'est très ligneux, c'est du bois, mais j'aime bien, je commence un petit peu à intégrer des herbes, des joncs, des roseaux, toutes sortes de plantes herbacées qui permettent d'apporter d'autres textures et d'autres nuances de couleurs aussi, et qui sont qui interpellent souvent la clientèle parce que par exemple récemment j'ai fait un petit plateau dans lequel j'ai intégré des tiges de pissenlit. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est Voilà. original pour le coup. Oui. Et alors, quelle est la création la plus originale que vous ayez eu la possibilité d'entreprendre ? Eh bien, je dirais que c'est un panier que j'ai fabriqué pour une personne qui fait de la cueillette, qui cultive des plantes comestibles et des plantes médicinales et qui donc a un grand jardin et qui cueille aussi des plantes sauvages. Et elle voulait un panier de cueillette assez original que je n'avais jamais vu ailleurs et qu'elle a inventé en fait. C'était un panier, le panier de base était assez basique, mais autour de ce panier, elle voulait pouvoir accrocher différents autres petits paniers qu'elle pourrait ajouter ou enlever en fonction des plantes qu'elle allait avoir à cueillir, parce que parfois elle avait des cueillettes plein de plantes différentes, mais en petite quantité, et donc elle voulait pouvoir séparer toutes ces cueillettes différentes, et je lui ai donc créé un panier avec d'autres petits paniers qui venaient s'accrocher sur le bord et qui lui permettaient de faire des cueillettes de plantes différentes sans les mélanger. Alors, puisque vous parlez de ce fameux panier, on peut donc vous demander de la personnalisation. Est-ce qu'on peut vraiment tout vous demander ou alors est-ce qu'il y a des choses spécifiques peut-être ? Eh bien, je dirais qu'il y a quand même assez peu de limites. Après, voilà, la vannerie, c'est une matière naturelle, donc les limites vont être plutôt en termes d'intérieur-extérieur, parce que une vannerie qui va rester tout le temps dehors va forcément s'abîmer, se détériorer avec les intempéries et puis les différents micro-organismes qui vont se mettre dedans. Donc ça va plutôt être des objets qui vont être gardés à l'intérieur, qui peuvent être utilisés bien sûr en plein air, mais qui doivent être conservés en tout cas au sec. Mais sinon, à part ça, il y a très peu de limites parce que finalement, comme c'est un tressage, on va pouvoir imaginer toutes sortes de formes et plein de sortes d'utilisations. C'est aussi une matière qui est quand même assez légère. Voilà, la limite aussi, c'est qu'elle ne tient pas l'eau, bien sûr, vu que c'est un tressage, c'est ajouré, ce n'est pas étanche. Donc, il suffit tout simplement de voir avec vous, de vous contacter et ensuite, oui. Eh bien, on peut laisser libre son imagination pour éventuellement avoir une création personnalisée. Oui, tout à fait.
Alors, depuis tout à l'heure, on parle de votre travail, mais est-ce qu'il vous arrive aussi de collaborer avec d'autres artisans pour donner vie à certaines créations? Alors, je l'ai fait une ou deux fois, mais pour le moment, il n'y a rien de très suivi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée et je pense souvent à des matières que j'aimerais mêler à la vannerie et que je ne travaille pas, donc que j'aimerais, enfin, pour lesquelles en fait des collaborations seraient tout à fait intéressantes et envisageables. Voilà. Sinon, j'ai déjà essayé fait des petits tests de création qui mélangeaient la vannerie et le métal. D'autres qui s'étaient faites, une petite collaboration qui s'était faite avec une autre vannière et un tailleur de pierre. Et puis, je demande aussi à une céramiste de me fabriquer des petits contenants pour les plantes qui permettent d'étanchéifier finalement la vannerie. D'accord, eh bien, écoutez, en tout cas, si des artisans sont à l'écoute actuellement, eh bien, peut-être que vous aurez de futures collaborations qui vont se dessiner. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous faites déjà de très belles choses toute seule. Alors avec d'autres artisans, ça peut donner des choses magnifiques. Eh bien, ce serait avec plaisir en tout cas. Eh bien, écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Émilie. Le temps passe très vite, on va devoir se laisser pour ce soir. Mais avant de partir, j'ai une dernière question pour vous. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut vous retrouver dans les prochains jours notamment? Alors, je n'ai pas encore de site internet. Par contre, j'ai une page Facebook que j'alimente assez peu, mais sur laquelle on peut voir quelques-unes de mes créations et également les animations que je propose, parce que je propose aussi des ateliers vannerie et des stages. Donc, vous pouvez voir les informations à ce sujet sur ma page Facebook quand un stage ou un atelier va être programmé. Et je fais également partie d'une boutique d'artisanat local. C'est une boutique associative qui se trouve à Ambert. C'est l'association Les Adroits. C'est aussi un lieu d'animation et donc je propose là-bas aussi des ateliers vannerie et des stages vannerie pour fabriquer des petites choses comme des décorations lorsqu'on fait un atelier sur 3 heures, mais aussi pour apprendre à fabriquer un panier de A à Z sur des stages d'un week-end. Et est-ce que vous avez peut-être des dates de marchés artisanaux qui sont prévues pour la saison estivale ? Alors, actuellement, non, je n'ai pas de date de prévue parce que je viens de déménager et donc je m'étais laissé le temps de m'installer dans mon nouveau chez moi et mon nouvel atelier. Mais je reprends les marchés en septembre, notamment avec la fête des plantes des Jardins de la Croze à Billon. Voilà, ce sera, il me semble, le premier week-end de septembre. D'accord, bah écoutez, ce sera une belle occasion de pouvoir vous retrouver. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus en attendant, eh bien, n'hésitez pas à visiter la page Facebook de Fleurs de Saule. Eh bien, merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue sur cette antenne. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger au sujet de cette belle technique qu'est la vannerie. Et comme je le disais tout à l'heure, ça fait vraiment du bien de pouvoir revenir un petit peu aux traditions parce que la vannerie, ça existe depuis fort longtemps déjà. Et je trouve que ça donne de très belles choses. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci à vous et sur Variance FM, nous on continue avec un petit peu de musique et on se retrouve dans un instant avec évidemment encore une fois un ou une invitée. Restez bien avec nous.